Alors dans ce chapitre, nous allons passer à la véritable pratique et on va enfin créer notre premier vrai truc en JavaScript. Et on va commencer par un exemple concret, la création d'un petit système d'onglets. Donc mon but dans cette vidéo, c'est d'avoir un système d'onglets qui permette aux visiteurs d'avoir des longs contenus et qui sont organisés par catégorie. Et lorsque je clique sur un onglet, ça me révèle le contenu qui correspond à l'onglet sur lequel j'ai cliqué. Et ce système peut être utilisé à plusieurs endroits sur la page de manière indépendante. Voilà ce que l'on va produire dans cette vidéo-là. Donc histoire de ne vous épargner absolument rien, on va partir d'un dossier vide et on va créer notre propre code. Donc je ne reprends même pas l'HTML, on va tout refaire de A à Z, comme ça nous permettra de tout mettre en pratique. Donc toujours la première étape, lorsque l'on veut écrire du JavaScript côté navigateur, c'est de créer un nouveau fichier HTML. Donc ici je vais l'appeler index.html et à l'intérieur on va mettre notre code classique. Donc je vais commencer par le doctype. Donc là, on va mettre le doctype HTML5. Je mets ma partie HTML. Donc là, je vais utiliser des abréviations pour aller un petit peu plus vite. J'utilise la partie head. Je précise tout de suite dans les méta que je vais mettre de l'UTF-8 pour éviter les problèmes que je pourrais avoir avec des caractères spéciaux. Et ensuite, je vais faire le lien vers un fichier CSS qui va me permettre de styliser un petit peu mes onglets. Donc ce fichier CSS, je vais l'appeler tabs.css. Ensuite, je vais écrire ma partie body. Et à l'intérieur de cette partie body, tout en bas, je vais mettre mon JavaScript. Donc, je crée une balise de script. Et dans cette balise de script, je vais préciser où se situent mes JavaScript. Donc là, on va appeler ça tabs.js. Donc au total, pour fonctionner, je vais avoir besoin de deux nouveaux fichiers. Un fichier tabs.js et tabs.css. Mais on ne va pas tout de suite les créer. On va réfléchir à la structure de notre code HTML. Donc lorsque l'on fait du JavaScript, le JavaScript va forcément influencer notre manière d'écrire l'HTML parce que, on l'a vu, pour manipuler les éléments, il faut les sélectionner, il faut les déplacer, il faut récupérer les parents, les siblings, les choses comme ça. Et du coup, on a besoin de savoir exactement où sont situés nos différents éléments. Donc d'abord, je vais entourer chaque groupe d'onglets par une div. Donc ça me permettra de pouvoir récupérer l'onglet en allant jusqu'à un certain parent. Ensuite, je vais créer notre petit bandeau qui va contenir mes onglets. Donc pour cela, on va rester sur du classique, on va utiliser du UL et des LI. On va mettre un lien sur cet onglet-là. Donc pour l'instant, on mettra juste Home et ça sera Accueil. On imagine avoir un autre onglet qui permettra d'accéder aux mentions. Donc là, on va mettre Mention qui mènera vers Mention. Ensuite, je fais un dernier onglet à propos et on va l'appeler About en anglais. Donc l'idée, c'est de se dire que ces liens-là représentent l'ID des éléments que je souhaite afficher. Donc maintenant, il va me falloir créer les différents contenus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer après une première div qui va avoir l'ID Home, qui correspondra au contenu de l'onglet Accueil. Et après, je duplique 3 fois. Une seconde fois, ça sera pour l'onglet Mention. Et enfin, ça sera pour l'onglet À propos. Donc là, About. Et ce que je vais faire, c'est que je vais changer le premier mot, histoire qu'on puisse vérifier si ça fonctionne correctement. Si je mets toujours les mêmes termes, ça ne sera pas forcément évident. Et de la même façon, je vais entourer ces éléments d'une div particulière pour pouvoir ensuite en JavaScript les sélectionner plus simplement. Donc là, je vais créer une div, et ensuite, je mets ça. Donc le problème, c'est que jusqu'à maintenant, là, j'ai juste mis des divs qui n'ont pas de nom. Donc je vais leur donner des classes. Ces classes me serviront à la fois au niveau du CSS pour styliser un petit peu les choses, mais aussi au niveau du JavaScript pour sélectionner les choses. Au niveau du UL, je vais mettre une classe que je vais appeler tabs. Ça sera les onglets. Je vais mettre ensuite une classe supplémentaire sur le premier LI pour dire que cet élément, c'est l'élément qui est actuellement actif. Ensuite, dans cette div-là, je vais lui mettre la classe tab-content pour dire que c'est le contenu de l'onglet en question. Je vais mettre une classe sur cette première div qui sera la classe active. Et je vais en profiter aussi pour mettre une classe sur ces deux autres éléments qu'on va appeler tab au singulier. Pour dire, d'ailleurs, allez, on va mettre tabs-content ici. Et là, on va mettre tab-content pour dire que c'est le contenu d'un onglet en particulier. Donc cette classe, je vais la mettre sur mes 3 éléments. Encore une fois, vous pouvez choisir de ne pas du tout être d'accord avec moi et de choisir une structure un petit peu différente. C'est juste là un choix un petit peu arbitraire. Donc maintenant, si je sauvegarde, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la page sur le côté, histoire qu'on puisse voir les choses au fur et à mesure. Hop.
J'ai ma page index.html et j'ai donc mes 3 onglets. Et pour ces 3 onglets, j'ai mon premier contenu, mon second et mon troisième. Donc maintenant, je vais créer le CSS qui va permettre de styliser ça. Donc je suis parti, je l'avais dit que j'allais l'appeler tabs.css. Et à l'intérieur, le strict minimum pour fonctionner, ça serait de se dire que par défaut, les tabs-content seraient en display none. Donc globalement, on ne voit aucun onglet. Et l'élément actif, le tab-content.active, lui, je vais le mettre en display block. Ce qui veut dire que l'élément actif sera visible. Et je ne m'occupe pas du style. On verra après comment faire ça en joli. Là, le but, c'est de se concentrer vraiment sur la partie fonctionnelle. Donc maintenant, comment ça va fonctionner? Il faut réfléchir à notre algorithme. Donc, je vais créer un nouveau fichier JavaScript que je vais appeler tabs.js. Et on va écrire l'algorithme en français pour dérouler en fait, le fonctionnement de notre système. Et ensuite, on le traduira en JavaScript. Donc on fera ça dans les exercices que l'on va faire. C'est vraiment parce que je veux faire cet effort de vous montrer la logique qu'il y a derrière. Parce que c'est important pour comprendre comment va fonctionner le JavaScript et comment réfléchir en JavaScript. Donc premièrement, on va devoir cliquer sur un onglet. Donc lorsque l'on clique sur un onglet, qu'est-ce qui se passe? On retire la classe active de l'onglet actuel. D'ailleurs, je me dis, tiens, au niveau du CSS, donc c'était dans le point tabs, je vais dire que l'élément qui est actif, il va avoir une couleur particulière. Color de point, et on va mettre du rouge. Alors là, ça ne va pas véritablement fonctionner parce qu'on veut styliser le lien. Si je stylise le lien, voilà, le lien est en rouge. Donc je reviens à mon JS. Donc je retire la classe de l'onglet actif. Ensuite, j'ajoute la classe active à l'onglet actuel, l'onglet sur lequel j'ai cliqué. Donc là, on a fait comme ça le système qui va permettre de sélectionner le bon onglet. Maintenant, c'est le contenu. Pareil, on retire la classe active sur le contenu, actuellement actif. Et ce que je fais, c'est que j'ajoute la classe active sur le contenu correspondant à mon clic. Voilà, globalement, c'est tout ce que j'ai à faire. Donc quand je clique sur mention, je dois rendre la classe mention active, désactiver cette classe-là, désactiver la classe active sur cet élément-là et l'ajouter sur l'élément qui correspond à mention. Donc maintenant, je peux traduire ça en JavaScript. Donc lorsque l'on clique sur un onglet, donc globalement c'est lorsque l'on clique sur un des liens qui se situe dans la div qu'est la classe tabs. Donc là on est obligé de faire un document.querySelectorAll et on va sélectionner tous les liens qui sont dans la div qu'est la classe tabs. Une fois que j'ai fait ça, je vais stocker ça dans une variable que je vais appeler tabs, qui sera une variable qui contiendra les onglets. Maintenant je fais une petite boucle pour les parcourir. For var i égale 0, i inférieur à tabs.length, i++. La fameuse petite boucle. Maintenant, je dois détecter le clic. Là, c'est très simple. Je récupère l'onglet en question. Donc, je fais tabs i et je lui dis, lorsque tu cliques en faisant un add event listener, l'événement, ça sera click. Lorsque tu cliques, tu vas lancer une fonction. Cette fonction prendra un paramètre, un événement, et ensuite, elle fera un certain code. Donc là, attention, je suis dans une fonction. Donc maintenant, à l'intérieur de cette fonction-là, je suis dans un scope local. Donc la première étape, ça va être de retirer la classe actif sur l'onglet. Donc ici, ce que j'aimerais bien faire, c'est prendre ma div et dire le premier élément active, je lui retire la classe active. Du coup, il faut que je remonte à cette div-là. Cette div-là va me permettre en fait de séparer. Si jamais j'ai plusieurs systèmes d'onglets, vu qu'à chaque fois on partira de cette base-là, on ne modifiera que les éléments qui se situent à l'intérieur de cette div-là. Voilà pourquoi j'avais mis une div à ce niveau-là. Donc pour remonter à la div, il faut que je remonte au parent du A, ça me donnera le LI. Je remonte au parent du LI, ça me donne le UL. Et je remonte au parent du UL, ça me donne la div. Donc il faut que je fasse 3 fois la méthode parent. Donc je crée une variable div, et ça sera this, donc l'élément sur lequel on a cliqué, .parentNode, ça me fait monter au LI, .parentNode, ça me fait monter au UL, .parentNode, ça me fait monter à la div. Voilà.
Si jamais vous voulez vérifier les choses, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser le mot-clé debugger qui vous permettra de sortir un point d'arrêt et de bloquer l'exécution de votre script au niveau du navigateur. Si je sauvegarde, que j'actualise ma page, je vois au niveau network que je n'ai pas d'erreur particulière, donc le JS et le CSS est bien chargé. Je clique sur mention et hop, mon système s'arrête. Si je déplie la partie source, donc là c'est vrai que c'est pas pratique parce que j'ai une toute petite fenêtre, ben, je vois que je me suis arrêté ici. Et ici, j'ai bien ma div qui sélectionne cet élément-là. Donc après, ben, c'est plutôt simple, il me suffit juste de faire des sélections. Donc je retire l'onglet qui a l'élément actif. Donc là, je fais un query selector, div.querySelector, et je pars de la div comme base. J'ai juste besoin de sélectionner un seul élément parce qu'il n'y a qu'un seul onglet qui est actif. Donc là, en l'occurrence, ben, je fais .tabs.active. Et sur cet élément-là, je lui dis de retirer la classe active. Donc pour cela, je fais .classList, .remove, active. Si je réactualise la page et que je clique sur mention, ben je vois que accueil a perdu son style. Par contre, il y a une condition un petit peu particulière, c'est que si je clique sur l'onglet qui est déjà actif, il faut que je fasse rien. Donc là, ce que je peux faire, c'est vérifier est-ce que le LI a déjà la classe active. Donc pour obtenir le LI, je peux partir de mon élément et faire ensuite un parent node. Ça me fait monter au LI. Je lui demande la liste des classes et je lui demande est-ce que mon LI contient déjà la classe active. Donc pour cela, j'utilise ce code-là. Est-ce que l'élément parent ou l'élément sur lequel j'ai cliqué, donc mon LI a dans sa classe la classe active. Si c'est le cas, donc if this.parent.classList.class contains active, dans ce cas-là, je me fais un return false. En mettant un return false, ça arrêtera quoi que ce soit. C'est-à-dire que le reste de la fonction ne sera pas exécuté parce que directement, ça retournera ce résultat-là. Si j'actualise la page et que je clique sur accueil, je vois qu'il ne se passe rien. Effectivement, le return false a lieu. Dans le cas contraire, on en est là. On vient de faire ce petit point-là. Maintenant, on doit ajouter la classe à l'onglet actuel. Ah, là, c'est plutôt simple. C'est un petit peu ce qu'on a fait là. On prend l'élément parent et on lui ajoute la classe active. Donc, vu que je vais faire appel 2 fois à ce truc-là, ce que je peux faire, c'est le stocker dans une variable. Donc là, hop, je prends ça et je crée une nouvelle variable que je vais appeler li. Et ici, je fais li.contains. Et je ne stocke pas d'ailleurs le class list, je veux juste l'élément. Et ici, je peux maintenant faire li.classList.contains_active. Et de manière générale, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les déclarations de variables tout en haut de mon script pour pouvoir me les repérer un petit peu plus facilement. Donc ici, je l'ai dit, on retire la classe active sur l'élément qui est déjà actif. Maintenant, on va faire la seconde chose, on va ajouter la classe sur l'onglet actuel. Donc là, on prend notre li et on lui dit dans la liste des classes, je veux que tu rajoutes la classe active. Si maintenant je réactualise la page, si je clique sur mention, mention est actif, et ainsi de suite. Je peux comme ça naviguer d'onglet en onglet. Et après, on utilisera du CSS pour donner ce style-là, évidemment. Maintenant, on arrive à la seconde partie. On retire la classe active du contenu actuellement actif. Là, c'est un petit peu la même chose que l'on a écrit au niveau de cette ligne-là. Donc j'écris le commentaire tout de suite pour que vous puissiez faire le rapprochement. Et ensuite, on fait un div.querySelector. On va sélectionner l'élément, donc c'est tab-content, qui est actif. Et on va lui dire de retirer la classe active. Si je fais ça, dès que je clique, hop, ça va masquer mon onglet. Maintenant, il faut que j'ajoute la classe active sur le contenu qui correspond à l'élément cliqué. Alors là, ça se complique un petit peu. J'ai mis dans le href une encre. Donc c'est dièse mention, dièse about et dièse homme. Donc ce qu'il faut me faire au niveau de mon script, c'est récupérer ce href là. Donc ce href, je peux le récupérer en faisant this.href. Très simplement. Ou je peux faire un get attribute et récupérer l'attribut. Mais là, on va faire un this.href, on ne va pas se prendre la tête. Et ensuite, je dois sélectionner l'élément qui a l'id qui correspond à ça. Là, c'est plutôt simple. Globalement, this.href, ça va me donner dièse homme. Donc ça, c'est quelque chose que je peux utiliser dans un query selector. Heureuse. J'ai de la chance, le dièse étant utilisé pour sélectionner des ID, je n'ai aucune transformation à faire. Donc là, je peux lui dire div.querySelector.
Donc dans cette div, tu vas sélectionner l'élément qui a l'id qui correspond au href et tu vas lui ajouter la classe actif. Hop, je sauvegarde mon système et si je clique sur mention, j'obtiens une petite erreur. C'est bizarre. Donc si vous obtenez une erreur comme ça, il ne faut pas paniquer, vous cliquez ici et ça vous donne la ligne qui a un problème. Vous pouvez mettre un point d'arrêt, ce qui fera que le script s'arrêtera juste avant. Donc vous réactualisez ensuite votre page et vous essayez de cliquer sur un onglet. Et là, vous pouvez inspecter pour voir que tout correspond bien à ce que vous pensez. Si je fais div, je vois que j'obtiens bien la div. Donc là, le problème ne vient pas de là. Si je fais vis.href, ça me donne quelque chose de bizarre. Moi, je m'attendais à ce que ça me donne juste la valeur du href. Et en fait, ça me donne quelque chose de complet. Tout simplement parce que lorsqu'on fait un point href, ça nous donne en fait le chemin complet que va appeler ce lien-là. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut véritablement que l'attribut. Donc là, on essaie autre chose. Donc on est à essayer dans la console. On teste un get attribute de href. Et là, ça nous donne quelque chose qui correspond mieux à notre situation. Nous, on veut véritablement l'attribut qui a été mis au niveau de l'HTML. On ne veut pas l'attribut tel qu'il est interprété par le navigateur. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à débugger, à tester les variables pour vérifier que tout correspond bien à ce que vous attendiez. Donc ici, je peux maintenant patcher mon code et mettre get attribute. Et là, je veux le href. Voilà. J'enlève mon point d'arrêt, je réactualise ma page. Et si maintenant je clique sur mention, je vois que c'est l'élément mention qui s'affiche correctement. Lorsque je clique sur à propos, c'est bien à propos qui s'affiche. Et voilà, j'ai créé ici mon système d'onglets. Donc si je crée un autre système d'onglets au niveau de ma page, par exemple je me dis j'aurais bien d'autres onglets qui vont être disponibles, hop. Là il faudra faire attention, je ne peux pas avoir deux fois le même ID sur la page. Donc il faudra mettre des noms différents. Donc là, je vais tout simplement mettre un suffixe 2 qui me permettra d'avoir des ID différents systématiquement. Mais on peut imaginer des onglets avec des ID complètement différents à chaque fois. Si maintenant je réactualise, j'ai ces deux systèmes d'onglets qui fonctionnent de manière individuelle. Là, je peux aller sur mention et là sur à propos. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment très très simple. On peut créer des petits composants plutôt sympas. Donc dans ce code-là, je n'ai pas mis de prevent default. C'est-à-dire que je laisse le comportement par défaut lorsque l'on clique sur un lien fonctionner. Lorsque je clique sur à propos, dans l'URL, j'ai l'encre qui se met. Ce que j'aimerais bien faire, c'est que si quelqu'un clique sur à propos et qu'il réactualise la page, automatiquement, ça affiche l'onglet qui correspond. Alors, pour récupérer l'encre, vous avez dans l'objet window, donc l'objet global, sous une propriété très intéressante qui est la propriété location. Location, c'est une propriété qui contient tout un tas d'informations sur l'URL. Et en l'occurrence, on va avoir ce qu'on appelle le hash. Et ça correspond à ce truc-là. Donc l'idée, c'est lorsque le JavaScript s'exécute, on va récupérer le hash. Et en fonction du hash, on va afficher l'onglet qui correspond à ce dont on a besoin. Donc on écrit le pseudocode. Donc je récupère le hash. Ensuite, je dois ajouter la classe active sur le lien qui aura comme href le hash. Et de la même façon, je dois retirer la classe active sur les autres onglets. Et après, je dois afficher le bon contenu, afficher et masquer les contenus. Donc maintenant, il faut faire ce petit bout de code. Donc d'abord, je récupère le hash. Donc je vais créer une variable hash qui fera un window.location.hash. Ensuite, je dois ajouter la classe active sur le lien qui a le href. Donc je vais d'abord créer une variable qui me permettra de savoir le lien qui correspond à ce qui est passé ici. Donc on est parti, je crée une variable a, comme la balise, et j'utilise un query selector. Donc je fais un document.querySelector, et je suis un petit peu embêté. Comment je lui demande le lien qui a ce bon href? Donc on peut ici, au niveau de la console, dans le query selector, on a la possibilité de mettre des trucs avancés. On peut faire un document.querySelector. Donc là, après, c'est plus du CSS en fait que du JavaScript. C'est vraiment un sélecteur CSS que l'on va utiliser. Mais vous pouvez mettre entre crochets la valeur d'un attribut. Par exemple, vous lui dites, je m'attends
je veux l'élément qui a au niveau de son href la valeur homme. Et ça me sortira bien cet élément-là. Il suffit juste de traduire ça et de remplacer ça par l'élément dynamique. Donc là, hop, je lui demande de récupérer le lien. Et là, je remplace le dièse homme par ma variable. Donc c'était h. Donc là, je dois faire plusieurs vérifications. Le problème, c'est que si je passe n'importe quoi, par exemple AZE, il va me renvoyer nul. Donc je vais lui dire, si A est nul, donc if A égale nul, dans ce cas-là, tu ne vas pas plus loin. Donc là, ça sera plutôt si A est différent de nul. C'est-à-dire que j'ai bien un élément qui correspond à ce sélecteur-là. Et je dois aussi rajouter une condition. Il ne faut pas que A ait déjà la classe actif. Si A a déjà la classe actif, c'est que je suis déjà sur le bon onglet et du coup, je n'ai rien à faire. Et on va mettre du coup et a.classList.contains active. Et je veux dire que ça n'a pas la classe actif. Donc là, je mets un point d'exclamation devant. Donc si je relis cette condition, si j'ai bien un élément qui correspond à mon query selector et que mon élément n'a pas déjà la classe actif, dans ce cas-là, je vais exécuter le code qui va se situer à l'intérieur. Le code qui va se situer à l'intérieur est relativement proche de ce que j'ai ici. Du coup, ce que je peux faire, c'est me dire, si c'est si proche que ça, tout ce que j'ai écrit là, toute cette logique-là, je devrais la mettre dans une fonction. Donc là, je vais créer une nouvelle fonction. Donc on est parti, var, que je vais appeler afficher onglet. Ça sera une fonction qui prendra en paramètre le lien de l'onglet à afficher. Et à l'intérieur, j'y mets toute cette logique-là. Sauf que dans cette fonction, vis n'aura pas de valeur, mais ça sera plutôt le paramètre qui sera passé ici. Donc là, je remplace les vis par des a. a.parentNode, a.parentNode, a.getAttribute. Au niveau de cette fonction-là, je lui dis, lorsque tu cliques sur un élément, ce que tu vas faire, c'est que tu vas afficher l'onglet qui correspond. Donc ici, c'est vis, qui correspond à l'élément sur lequel on a cliqué. Et du coup, ici, ça sera la même fonction, afficher onglet. Et je lui passe en paramètre le lien. Et ici, hop, c'est Windows et pas Windows. Si maintenant je réactualise, je vois que par défaut, je suis sur l'onglet About, et du coup, ça m'affiche bien à propos. Si je suis sur l'onglet Mention et que j'actualise, ça m'affiche bien l'onglet Mention. Enfin, pour éviter que ce script puisse rentrer en collision avec d'autres scripts, ce que je peux faire, c'est l'englober dans une fonction qui s'auto-appelle. Donc ici, je crée une fonction que je vais mettre entre parenthèses. Donc j'écris une fonction. Et à l'intérieur de cette fonction, je vais y mettre tout le code que j'ai écrit jusqu'à maintenant. Pouf! Et on va tabuler un petit peu tout ça. Sinon, c'est un petit peu le bordel. Et cette fonction, je l'auto-appelle. Alors vous pouvez vous dire pourquoi je fais ça. Tout simplement pour avoir un scope local. C'est-à-dire que si plus tard un autre script a aussi une fonction qui s'appelle afficher onglet, il ne risque pas d'écraser mon système et de provoquer des problèmes. Ici, je suis dans une portée locale et du coup, je suis vraiment dans un environnement fermé. Je n'aurai pas de soucis pouvant venir de l'extérieur. Le seul inconvénient que l'on a à faire ça, c'est que maintenant, je ne peux plus, par exemple, essayer d'appeler les méthodes comme ça depuis la console pour tester. Et c'est pas si gênant que ça. Si vous avez besoin de débugger, n'hésitez pas à mettre des points d'arrêt. Donc maintenant, on va styliser un petit peu mieux notre page, histoire de mettre un peu de style à nos éléments. Donc on a véritablement mis ici les styles de base, mais on va repartir. Donc d'abord, on va prendre notre body et on va lui mettre une petite couleur grise, histoire de faire ressortir un peu nos onglets. Là, c'est juste pour la démonstration. Ensuite, on va mettre une police sans sérif, parce que je ne suis pas forcément fan des polices comme ça qui ont des petits traits. Et on va espacer un petit peu en mettant un padding global à notre page pour pouvoir avoir une démo qui est un petit peu plus sympa. Voilà. Ensuite, on veut créer nos petits onglets ici tout en haut. Donc pour créer nos petits onglets, on va sélectionner nos LI. Donc nos LI, c'est .tabs LI. Et nos LI, on va les mettre en float left et en display block. Oula, l'autocomplétion fait un peu n'importe quoi. Le problème des UL et des LI, c'est que par défaut, ils ont des marges. Donc ça, on va l'annuler de manière globale en mettant UL et LI. Pour les UL, on ne veut pas de marge, on ne veut pas de padding et on ne veut pas de petites bulles au niveau des listes. Donc on met liste style node. Si vous ne voulez appliquer ça qu'au UL des onglets, vous pouvez mettre ul.tabs et .tabs.li. À vous de voir. Donc maintenant, voilà, je n'ai plus de marge. On va styliser les liens pour leur donner ce petit aspect bloc. Donc on est parti, hop.
Donc c'est .tabs A. Donc les liens, on va leur donner par défaut une couleur qui correspond au fond pour les liens qui ne sont pas actifs. Et on va utiliser un box shadow pour pouvoir les faire ressortir un petit peu plus. Donc là, je copie-colle. Globalement, c'est un box shadow qui est inspiré du Material Design. Et on va les espacer pour que nos petits onglets aient l'air d'être des rectangles plutôt que juste des liens. Voilà. Si je réactualise, ça donne ce petit effet-là. En revanche, l'alignement n'est pas parfait, donc les liens, je vais les mettre en display inline block pour qu'ils aient automatiquement une hauteur qui est définie. Et là, ça permettra d'avoir ce vrai système d'onglets. De manière générale, je vais dire que les liens, et là je vais le définir globalement pour tout mon body, ils n'ont pas de text decoration, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas soulignés, et ils héritent de la couleur de leurs parents. Ils n'ont pas cette fameuse couleur bleue, parce que pour les onglets, ça n'a pas vraiment de sens. Ensuite, je vais donner un style aux onglets qui sont actifs. Donc .tabs A. Donc pour les onglets qui sont dans des LI qui ont la classe active, on va leur changer la couleur de fond et on va mettre un background color blanc, histoire qu'ils aient une couleur qui ressorte un petit peu mieux. Donc là, on voit clairement que je suis sur mention. Alors le texte se décale un petit peu n'importe comment, tout simplement parce qu'au niveau des LI, on a mis un float left, et ce float left ensuite casse un petit peu le rythme de la page. Donc ce que l'on peut faire pour remédier à ce problème-là, c'est utiliser le système de clearfix. C'est-à-dire qu'on va dire après les tabs, donc là c'est une petite astuce, on fait .tabs de .after, donc on utilise les pseudo-éléments, on met un display de .table, on met un content qui ne contient rien, et ensuite on met un clear bof. Donc ça permet de dire nettoie les précédents floats. Et globalement, hop, là par défaut vous voyez que l'élément tabs, il n'a pas de hauteur, en fait les floats ne cassent pas le rythme. Si je réactualise, avec ce système-là, les tabs prendra automatiquement la hauteur des différents onglets. Voilà. Donc encore une fois, ça ne fait pas partie du tutoriel, étant donné que c'est du CSS plutôt que du JavaScript, mais je tenais à vous le montrer parce que si jamais vous vous demandez, c'est toujours intéressant de savoir faire les choses. Donc maintenant, on va styliser ce contenu-là, donc c'est le tabs content, .tabs-content. On va le mettre en position relative, et on va mettre un petit peu de padding. On va mettre un padding de 20 pixels sur les bords, et on va mettre un background color blanc, histoire que le contenu de l'onglet ressorte. Et on va utiliser ce même système d'ombre portée. Voilà. Et on va espacer par rapport au bas en mettant une margin bottom de 20 pixels, histoire que les deux systèmes d'onglets soient séparés l'un de l'autre. Voilà, et ça donne déjà un résultat plutôt sympa. En revanche, je voudrais faire passer ce bloc au-dessus des onglets pour que l'ombre soit moins visible. Donc pour cela, je mets cet élément en position relative. Je lui donne un z-index de 3, donc je mets un z-index de 3. Et automatiquement, vu qu'il a une position relative et un z-index, il passera au-dessus de notre système d'onglets. Voilà, donc là, j'ai créé mon petit système. Donc il faut maintenant que je mette la classe active. Donc par défaut, les éléments qui sont des tabs-content sont en display none, comme on l'a vu. Et lorsqu'ils s'affichent, lorsqu'ils ont la classe active, on les mettra en display block, ce qui permettra d'avoir cet effet d'apparition et de disparition. Voilà. Là, on a créé notre petit système d'onglets. Alors pour ceux qui souhaiteraient aller un petit peu plus loin, je vous propose de pousser encore ce code-là et de mettre en place un système de transition. Donc lorsque je clique sur notre onglet, je veux que d'abord mon texte se masque et ensuite l'autre s'affiche. Et vous voyez, on a comme ça un effet de petite transition. Après, vous pourrez la personnaliser un petit peu comme vous voulez. Donc la première idée, c'est de se dire, on va se baser sur les transitions CSS. Ici, on va mettre par exemple une opacité à 1. Et par défaut, on lui dira que lorsqu'il y a le display none, on met une opacité à 0. Et on va lui demander de faire la transition sur l'opacité. Et que cette transition dure environ 1 seconde. Donc là, on fait volontairement un effet long pour pouvoir voir l'effet. Si je clique, ça n'a pas lieu. Ça n'a pas lieu, pourquoi ? Parce qu'il y a un display none et un display block. Lorsqu'il y a un changement de display, les animations n'ont pas lieu. Si j'enlève ce changement de display, donc là j'enlève cette ligne-là, donc je vois que mes éléments prennent la place mais en opacité de 0. Et lorsque je clique, hop, j'ai comme ça cet effet de transition. Le problème c'est que je suis obligé d'utiliser le display none parce que par défaut, sinon l'espace il reste libre. Donc le display none a cet avantage-là.
Ce qu'on pourrait être tenté de se faire, c'est de se dire, par défaut, les éléments ont une hauteur de 0. Et lorsqu'ils acquièrent la classe active, on leur met une height à auto. Si je fais ça, j'obtiens un effet qui est plutôt pas mal. Mais qui a un problème, c'est que les textes, on voit, se décalent les uns les autres, suivant comment ils sont positionnés les uns par rapport aux autres. Et idéalement, ce n'est pas une bonne solution. On veut véritablement que l'élément qui est caché soit en display none, pour qu'il soit véritablement sorti et qu'on n'ait pas de problème. Donc là, du coup, on est un petit peu embêté. Donc la solution, c'est de se dire tout simplement, on va faire entrer en jeu une nouvelle classe. C'est-à-dire qu'on ne va pas gérer l'opacité là, on va laisser ce principe de actif et non actif. Voilà. En revanche, on va créer deux nouvelles classes. Une première classe fade, qui donnera une opacité de 0, et qui dira qu'il y a une transition, là c'est opacity, et qui redonnera la transition. Donc on dira qu'il y a une transition sur l'opacité, et cette transition durera 0,3 secondes. Et ensuite, je vais dire qu'il y a une seconde classe qui peut se rajouter sur le fade, qui est le in, qui rajoutera une opacité à 1. Du coup, si je veux faire mon système de JavaScript, lorsque je masque cet élément-là, je lui rajoute la classe fade. L'élément disparaît. À la fin de cette animation, je retire la classe actif. Et du coup, je retire aussi la classe fade. Voilà, donc là, du coup, ma div est complètement invisible. Le nouvel élément qui devient actif, je lui donne la classe active et je lui donne la classe fade. Pouf, ce qui fait qu'il est visible, mais qu'il a une opacité de 0. Et ensuite, je lui donne la classe in. Hop. Et automatiquement, il devient visible. Du coup, je vais retranscrire ça en JavaScript en pseudocode. C'est ce code-là que je vais remplacer. Donc ce code-là, je souhaite quand même le conserver, donc on va mettre des commentaires. Voilà, hop. Donc le nouveau système, c'est quoi? Donc d'abord, on doit masquer l'élément actif, sauf qu'on doit le masquer avec l'animation. Donc on ajoute la classe fade sur l'élément actif. À la fin de l'animation, donc là, hop, à la fin de l'animation, on retire la classe fade et active. Donc notre élément devient invisible. Ensuite, c'est toujours à la fin de la première animation, on ajoute la classe active et fade à l'élément affiché. Ensuite, on demande au navigateur d'afficher les modifications et après, on ajoute la classe in. Voilà comment on va faire notre petit système de transition. Donc là, je vais commencer par créer une première variable qui sera l'élément actif. Donc je reprends le code que j'avais écrit ici. Et cette variable, je vais l'appeler ActiveTab. Elle me permettra de me souvenir de l'onglet qui est actuellement actif. Donc sur cet onglet-là, je dois lui ajouter la classe fade. Donc je fais ActiveTab.classList et je lui ajoute la classe fade. Alors en revanche, il faut que je fasse attention parce qu'il est possible, à cause du nouveau système, qu'il ait la classe in aussi. Donc je vais lui demander de supprimer cette classe-là. Donc je fais .classList, .remove, et je lui retire la classe in. Voilà. Si maintenant j'essaie d'actualiser, mon élément était invisible parce que hop, j'avais le truc dans l'encre. Forcément le code s'exécute dès le début, mais maintenant si j'actualise et que je clique sur mention, on voit bien qu'on a cet effet de disparition. Maintenant on doit attendre la fin de l'animation. Donc là, on était un petit peu embêté. Comment on fait? On fait des transitions CSS. Il vous suffit de chercher, là, si vous ne savez pas trop où sur Google, vous demandez comment on peut obtenir la fin d'une transition en JavaScript. Donc là, on a de la chance, on retombe sur MDN, c'est plutôt sympa. Et sur MDN, on nous explique qu'on a un événement qui s'appelle transition end. Et cet événement permet de détecter la fin du changement. Il fonctionne sur Chrome à partir de la version 36, sur Firefox 4, sur Internet Explorer à partir de la 10, et c'est impeccable. Donc après, on verra, il y a quelques petites subtilités, mais je ne veux pas vous embrouiller non plus. Donc on attend la fin de l'animation. Donc je prends mon ActiveTab, .addEventListener, et l'événement, c'est transition end. Et à la fin de cet événement, je vais lancer une fonction. Donc, dans cette fonction, vis fera référence à la cible. Donc, c'est ActiveTab. Donc là, je utiliserai plutôt vis, comme ça, moi, je suis sûr de sa valeur. Que si ActiveTab a changé entre-temps, ça pourrait me mener à des problèmes.
Donc on retire la classe fade et active de mon élément. Donc je fais this.classList, .remove, et je retire la classe fade. De la même façon, je dois retirer this.classList, la classe active. Alors vous voyez, le JavaScript, c'est pas forcément compliqué, c'est juste qu'on écrit beaucoup de lignes en fait. Ensuite, on ajoute la classe active et fade à l'élément à afficher. Alors l'élément à afficher, c'était ce truc-là. Donc ce truc-là, comme je l'ai fait pour cette variable-là, je vais la stocker dans une variable. Donc là, je vais faire var à afficher. Ou... ouais, à afficher, allez. Bon, je ne suis pas inspiré pour les noms des variables, je suis désolé, j'ai l'habitude de les écrire en anglais, mais je ne veux pas vous mélanger les pinceaux. Et ça, on va le mettre tout en haut. Voilà, hop. Et n'hésitez pas à mettre des petits commentaires hein, si vous voulez vous souvenir de ce que ça fait. Donc là, c'est contenu actif. Et ici, c'est le contenu à afficher. Donc, qu'est-ce que l'on avait dit? On ajoute la classe active et fade et in à l'élément. Donc, on est parti. On fait à afficher. Donc, si j'avais à l'appeler en anglais, je l'aurais plutôt appelé target, hein, pour être honnête. Et ici, je fais une classe list et je lui ajoute la classe fade. Je lui ajoute avant la classe aussi active. Et je lui ajoute aussi la classe in. Donc, ça va faire active, fade et in. Voilà. Donc si je me rends sur la page d'accueil, donc sans le H, et que j'essaie d'actualiser, dès que je clique sur un onglet, je vois bien que j'ai cet effet. Par contre, c'est bizarre, l'effet d'apparition n'a pas lieu. Si je veux m'en assurer, je peux forcer le CSS à avoir une animation qui est extrêmement longue. Par exemple, je vais mettre 5 secondes, et on va voir que... alors si on retire cet onglet-là, on va voir pourquoi ça bug après. Mais si je clique sur mention, j'ai bien cet effet de disparition qui a lieu pendant 5 secondes. En revanche, je n'ai pas d'effet d'apparition sur la durée. Ça apparaît directement. Pourquoi? Parce que lorsque l'on écrit notre JavaScript ici, il rajoute ces 3 classes à la fois. Le problème, c'est qu'en ajoutant ces 3 classes à la fois, il passe d'un display none à un display block. Et cette transition-là bloque les transitions CSS. Lorsqu'on passe d'un bloc à un none ou d'un none à un bloc, on n'a pas de transition CSS. Donc ce que l'on aimerait bien faire, c'est lui dire ici, applique ça, attends un petit moment et ensuite applique le in. Alors là, il y a une petite subtilité. C'est que lorsque vous enchaînez les opérations qui modifient le DOM, ce qui se passe, c'est que le navigateur ne les fait pas les unes à la suite des autres. Il les enregistre toutes, et après, il les applique toutes d'un coup. Nous, on aimerait bien lui dire, applique celle-là, puis ensuite, fais celle-là. Le navigateur fait ça histoire d'économiser des ressources. Il ne va pas se dire, à chaque fois qu'on fait quelque chose, je redessine la page. Donc, ce qu'on peut faire, c'est lui forcer le navigateur à réinterpréter la page à un moment donné. Pour cela, il suffit de lui demander une propriété qui le forcerait à appliquer les changements. Donc, par exemple, on peut lui demander la taille de l'élément, la largeur. Si je lui fais à afficher .offsetWidth, donc ça nous donne la taille d'un élément. Hein. Si jamais vous en avez besoin, c'est offsetWidth et offset8. Pour obtenir cette valeur-là, le navigateur est obligé d'appliquer les précédents changements. Et du coup, il appliquera celui-là après coup. Si maintenant je réactualise la page et que je retire ce petit onglet-là, hop, dès que je clique sur mention, je vois que ça disparaît, et après, j'ai un effet d'apparition. Voilà comment on peut faire cet effet-là. Alors, ça peut vous paraître un petit peu bizarre, parce qu'on écrit quelque chose qui ne fait rien, en fait. Là, on lui demande une valeur, mais on la stocke nulle part et tout. Mais c'est une petite subtilité du moteur des navigateurs qui fait ça. Il n'y a pas véritablement de... Je sais que ça semble être un hack, entre guillemets, mais il n'y a pas véritablement de moyen de contourner le problème là, à cet endroit-là. Donc là, je vais revenir sur mon CSS et on va mettre 0,3 secondes, sinon c'est beaucoup trop long. Donc en revanche, je vois que j'ai un petit souci, c'est dès que j'actualise la page, rien n'est visible. Donc là, j'ai un problème qui est tout simplement lié au système d'animation qui se déroule dès le début du chargement de la page. Donc on peut essayer de débugger le problème ou tout simplement se dire, lorsque la page est actualisée, je ne veux pas les animations. Donc au niveau de cette fonction-là, je vais passer un second paramètre qui va être animation. Et je vais préciser, si ce paramètre n'existe pas, par défaut, il aura la valeur true. Donc if animation est undefined, dans ce cas-là, animation sera égal à vrai. Et je mettrai true. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre animation avec un S. Lorsque je lui demande d'afficher l'onglet ici, je veux l'afficher avec une animation, donc je lui passerai la valeur true. Ou je peux ne pas lui passer de valeur du tout. Et lorsque je veux passer ici, lorsque l'on a un H, je ne veux pas d'animation. Donc là, je vais mettre un false. Maintenant, au niveau de mon code, là, c'est le code à exécuter si jamais je veux une animation. Ce que je peux faire, c'est prendre ce code-là et le mettre dans une condition. Si on veut des animations,
Dans ce cas-là, tu exécuteras ce code-là. Dans le cas contraire, dans le else, ben on va faire ce que l'on écrivait ici. C'est-à-dire que sur l'élément à afficher, on va rajouter la classe active. Et sur l'élément actif, c'est ActiveTab. ActiveTab, c'était vraiment un nom de merde, c'est pas grave. On retire la classe active. Voilà, comme ça j'ai créé un cas où on a une animation et un cas où on n'en a pas. Donc dès le chargement de la page, je n'ai pas cet effet d'animation. En revanche, dès que je change d'onglet, j'ai bien cet effet d'animation. Par contre, si je continue à naviguer, je vais voir des comportements un petit peu bizarres, des comportements erratiques. Le problème est tout simplement dû à mes event listeners. Ces event listeners, même une fois qu'ils ont été exécutés, ils continuent à exister. Ce qui fait qu'au fur et à mesure que je vais cliquer d'onglet en onglet, les event listeners vont se rajouter, se rajouter, se rajouter. Et au fur et à mesure, à chaque fin de transition, j'aurai une dizaine de listeners qui vont être mis l'un sur l'autre et qui vont agir les uns avec les autres. Et du coup, ça pose ces problèmes comme ça de petits scintillements. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est lui dire, là tu écoutes et tu lances cet événement, et après c'est tout, je veux que tu le fasses qu'une fois. Donc il faut à la fin faire un remove event listener. Donc pour faire un remove event listener, il faut une variable qui est stockée la fonction, ce qui est un petit peu embêtant. Donc là, hop, je prends cette fonction-là, je vais la créer dans une variable, que je vais appeler transition end, parce que je suis très très inspiré, et je lui passe cette fonction-là. Voilà, donc là, je peux l'utiliser directement. Ça ne me change rien au final. Sauf que dans cette fonction-là, je vais lui dire, quand tu as fini, tu prends le ActiveTab et tu supprimes cet événement en faisant un remove event listener, transition end, et la fonction à supprimer, c'est transition end. Si maintenant je réactualise et que je navigue d'onglet en onglet, je n'ai plus ce problème. Je peux voir que je peux revenir d'onglet en onglet et ça ne pose aucun souci. Enfin, une dernière petite chose pour finaliser ce code-là et avoir un truc qui est bulletproof, entre guillemets, le dernier souci que j'ai, c'est que lorsque je reviens en arrière dans mon navigateur, le H change, mais par contre, j'aimerais bien que l'onglet change aussi. Donc là, il ne faut pas hésiter à faire des recherches Google, il y a un réflexe qu'il faut prendre. Donc en H-change, et vous tapez votre langage, JavaScript. Donc en général, vous avez de fortes chances que ça soit le MDN qui sorte en premier. Et là, on vous dit, il y a un événement qui s'appelle hChange qui permet de détecter le changement de hash. Donc si vous cherchez un petit peu plus bas, on vous montre des exemples. Donc nous, on va utiliser le add-event-listener. On est parti. On fait un window.add-event-listener et l'événement, c'est hChange. Ça va lancer une fonction qui prendra en paramètre un événement, et pour l'instant, on ne sait pas trop ce que ça fait. Et à l'intérieur, on va faire exactement ce que l'on a écrit ici. Donc là, on est parti. Hop, je peux dupliquer mon code ou me dire, je vais créer une fonction. Donc là, je crée une fonction que je vais appeler hChange. Ça sera une fonction qui prendra en paramètre absolument rien et qui fera un var h. Ensuite, dans le add-event-listener, plutôt que de créer une fonction, je lui passe la fonction hChange. Et de la même manière, je appelle cette fonction dès le démarrage de la page. Si maintenant je réactualise ma page, je vais sortir l'inspecteur, au cas où il y ait des erreurs, il faut toujours avoir la console à portée de main. Si j'arrive sur la page mention, je vois bien que ça va bien mener à l'onglet mention. Je clique sur à propos et je suis sur l'onglet à propos. Je reviens en arrière, le H a changé et du coup j'ai mon système de retour en arrière qui fonctionne. Si je veux que ce retour en arrière ait l'animation, ce que je peux faire, c'est dire là, cette fonction elle aura en paramètre un événement, qui sera le hChange event, que l'on a quelque part ici, et lui dire, on a une animation seulement si E est défini. Donc là, on va lui dire, E est différent de undefined. Donc lorsque j'appelle cette fonction-là, E sera undefined, donc dans ce cas-là, ça sera égal à false, et du coup, il n'y aura pas d'animation. Si c'est appelé d'un event listener, E aura une valeur, et du coup, ça sera true, et du coup, j'aurai une animation. Si je réactualise ma page, je clique sur à propos, mention accueil, je reviens en arrière et j'ai cet effet d'animation. Voilà, là on a créé un véritable système d'onglets qui est bien accessible. Alors en revanche, une dernière considération, c'est ce transition end que l'on a utilisé. Les transitions CSS, c'est quelque chose qui est apparu assez récemment à l'échelle d'Internet, et le problème c'est que sur certains navigateurs, ça utilise notre événement qui est le WebKit Transition End. Donc ce que vous devez faire,
Donc ce que vous pouvez faire, c'est greffer un autre comportement, hop, qui serait le comportement WebKit Transition End, pour fonctionner sur des vieux navigateurs. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Sur d'autres navigateurs, tels que Opera, une certaine version d'Opera, c'est OTransition End. Et du coup, vous devez faire, hop, ici, un OTransition End. Voilà, ce qui est très très chiant. Donc après, il y a une autre méthode qui consiste tout simplement à détecter dynamiquement laquelle de ces propriétés-là est disponible, mais là, on va rester sur ça, on ne va pas non plus rendre le tutoriel plus compliqué qu'il ne l'est déjà. Donc voilà, globalement, on a terminé avec ce système d'onglets. Donc là, je vais supprimer ce code-là. Ça, ouais, on n'a plus besoin de le laisser. Mais vous voyez comment on a pu créer un système d'onglets relativement simplement. Donc au final, le JavaScript, quand on le lit, on peut avoir l'impression qu'il y a des tonnes et des tonnes de code et que le code est complexe, mais c'est relativement simple si on prend les choses étape par étape. Il ne faut vraiment pas essayer de créer les étapes et se lancer directement dans le code. Ce que je vous conseille, c'est au début, lorsque vous débutez, essayez de décrire ce que vous voulez faire. Lorsque je clique sur ça, ça fait ça. Lorsque je fais ça, ça fait ça. Et ça vous permettra de mieux comprendre. Lorsque vous écrivez lorsque long, vous devinez que ça veut dire que vous devez utiliser un événement. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on écrit au fur et à mesure, dans notre tête ou à l'écrit, notre algorithme et qu'on arrive à le faire fonctionner. Donc là, j'ai poussé volontairement les choses un petit peu loin pour vous montrer aussi comment on peut utiliser les animations pour rendre les trucs encore plus sympas. Mais on peut tout à fait avoir un système d'onglets fonctionnel avec juste les classes actives qui sont enlevées ou pas. C'est juste qu'on n'a pas cet effet d'animation. Donc ça, c'est un des avantages avec le CSS entre guillemets moderne, c'est que maintenant les transitions peuvent être faites en CSS. Avant, on se galérait en faisant des boucles avec des timers pour faire un effet d'animation et de trucs progressifs en JavaScript. Maintenant, avec les transitions, c'est beaucoup plus simple. D'ailleurs, juste, hop, si jamais vous avez des anciennes versions de Firefox, ici, j'en ai oublié un, vous avez le Moz Transition End, hop, qui s'écrit comme ça. Et ça, c'est plutôt une bonne chose parce qu'on se galère beaucoup moins. Donc après, il faut bien prendre les choses petit à petit pour éviter des problèmes, comme on l'a vu par exemple, si on oublie de retirer l'écouteur d'événement. On l'a vu, dès qu'on essaie de revenir en arrière, ça fait des comportements assez erratiques, assez bizarres. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à bien prendre calmement notre algorithme. N'hésitez pas à utiliser les points d'arrêt, la console. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de comprendre l'état des variables, parce que quand vous écrivez votre script et que vous le relisez, vous vous souvenez pas peut-être qu'est-ce que ça a comme valeur, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous mettez des points d'arrêt ou vous mettez un debugger, et au moins vous pouvez analyser votre code à l'intérieur. J'insiste vraiment sur ce point-là. Si j'actualise, voilà, le debugger me permet de voir un petit peu la valeur qu'ont les variables, à la fois dans ma fonction afficher onglet. Donc là par exemple, je réinsiste, je vois que dans ma closure afficher onglet, j'ai ces différentes variables qui sont accessibles, à afficher, active tab et tout ça. Et dans le truc parent, j'ai ces onglets là et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est vraiment important de bien utiliser cette console-là. Voilà, donc j'espère que ce premier exemple vous aura permis de voir un cas concret d'utilisation du JavaScript et vous aura permis de voir comment on utilise justement le JavaScript dans un exemple concret pour interagir avec la page. Donc je vous donne rendez-vous dans un prochain chapitre qui sera encore une fois consacré à un autre exemple. Donc l'idée c'est de vous balancer une série d'exemples pour essayer de vous montrer à chaque fois les techniques utilisées. Et n'hésitez pas surtout à pratiquer aussi par vous-même si vous avez des idées. Voilà, donc si vous avez aussi vous-même des petites idées de petits trucs en JavaScript que vous dites, comment on ferait ça en JavaScript, je ne sais pas trop comment le faire. Alors n'allez pas proposer comment on écrit un Facebook, évidemment ce ne sera pas possible, mais n'hésitez pas à poster un commentaire à la fois sur ce tutoriel ou carrément sur le chat, et ça nous permettra d'aiguiller les futures démos et les futurs exercices. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre. Ciao!